Agnès, peut-être, ça serait utile que tu reviennes pour nous. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées, qui nous sont remontées. Les gens se posent sur les assureurs et les relations qu'on a avec les assureurs. Beaucoup de questions sur la prise en charge, la non prise en charge de ce risque sanitaire. On sait que le gouvernement a eu beaucoup de discussions avec les assureurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur l'état des discussions que vous avez avec le monde de l'assurance aujourd'hui, sur l'aide qu'on peut apporter aux entreprises? Alors, effectivement, la question là, qui est revenue le plus vite, c'était pourquoi les assureurs ne pourraient-ils pas prendre en charge les pertes d'exploitation? Et on a inventé le concept de crise sanitaire, de même qu'on a, ou de catastrophe sanitaire, au même titre que la catastrophe naturelle. La difficulté de déclarer une catastrophe sanitaire qui n'a pas été prévue par beaucoup de contrats d'assurance, c'est qu'en fait, une partie relativement réduite des entreprises auraient bénéficié de ce dispositif, et en particulier pas les plus petites, parce qu'en règle générale, leurs structures d'assurance sont plus légères que des entreprises qui sont plus structurées. La catastrophe naturelle, au contraire, c'est une clause obligatoire, c'est-à-dire que nous sommes obligatoirement tous assurés. Nous avons tous un contrat, c'est obligatoire. Et dans notre contrat et dans notre prime, nous finançons tous le fonds de catastrophe naturelle. Et donc, quand une catastrophe naturelle est déclenchée, toutes les victimes sont indemnisées, on en est sûr. Là, on aurait eu des gens indemnisés, des gens qui ne le sont pas. Donc, on a préféré négocier avec les assureurs le fait qu'ils contribuent au fonds de solidarité, parce que là, c'est de l'argent dont on sait qu'il va aller directement aux entreprises qui en ont le plus besoin, ces TPE qui sont particulièrement affaiblies dans les circonstances présentes. Et donc, tu le disais, c'est 200 millions d'euros que les assureurs. Sur lequel les assureurs se sont engagés à contribuer. Moi, il y a un sujet que je vois apparaître très fortement, c'est le sentiment d'avoir aujourd'hui, d'une certaine façon, deux France face à la crise. Et on voit bien qu'il y a d'un côté des PME qui sont parfois très en difficulté, et puis les gens ont le sentiment de dire que les grands groupes, finalement, quand ils seront en difficulté, ils seront nationalisés, et d'avoir le sentiment de traverser la crise. Tu vois, ce qui nous remonte très très souvent des marcheurs, hein, c'est cette question-là. Et de faire en sorte, comment est-ce que, notamment dans des nouveaux mécanismes de solidarité, d'une certaine façon, on permet de traverser la crise de façon très unie pour avoir un rebond derrière. Et derrière cette question, il y a la question des relations entre les clients et les fournisseurs, les questions des délais de paiement notamment. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés sur ce sujet-là. On comprend, y compris des petites boîtes qui se disent, mais est-ce que je ne garde pas ma trésorerie pour payer mes salariés plutôt que de régler les fournisseurs? Des grands groupes qui ont des pratiques plus ou moins bonnes sur la question. C'était déjà le cas avant, mais la question elle est encore plus prégnante aujourd'hui. Et ça, comment est-ce qu'on peut adresser ce sujet-là aujourd'hui pendant la crise? Alors, ce qu'on a fait sur ce sujet-là, plusieurs choses. Bon, d'abord, dans chacune des filières industrielles, on a demandé à ce qu'il y ait un représentant des PME, entreprises de taille intermédiaire, qui fasse remonter les problématiques de relations donneurs d'ordre sous-traitants aux clients fournisseurs, et en particulier mauvais payeurs. Et on est systématiquement intervenu lorsque apparaissaient des pratiques de mauvais paiement. Il y a aussi des bonnes pratiques, je veux les signaler, hein. Il y a des groupes qui se sont engagés à anticiper les paiements à leurs fournisseurs, donc on le salue aussi. À ce stade, toutes ces pratiques qui sont remontées, elles ont été réglées soit au stade de la filière, soit au stade de la médiation des entreprises, qu'il ne faut pas hésiter à saisir, parce que la médiation des entreprises, c'est toutes les relations contractuelles entre entreprises, où certes le contrat permet peut-être au fort de tirer le tapis sous les pieds du faible, mais une lecture, on va dire, un peu apaisée et dans les circonstances présentes doit conduire à pas tout à fait appliquer la lettre du contrat. Donc, c'est pas j'arrête les commandes comme ça du jour au lendemain, j'arrête les paiements, je vous colle une pénalité parce que vous n'avez pas livré dans les temps. Forcément, vous ne pouviez pas livrer dans les temps, vous étiez confiné, etc., etc. Donc ça, il y a une intervention très active avec la participation de la médiation des entreprises et des filières. Nous avons mis en place aussi un comité de surveillance des délais de paiement qui se réunit très régulièrement avec les banques, avec les représentants des grandes entreprises et des chambres de commerce et d'industrie, etc. Et la médiation du crédit qui vise aussi à faire un petit peu la police. Et nous avons indiqué que les mauvais payeurs
ne bénéficieraient pas de la garantie d'État, ce qui, je pense, est une menace assez sérieuse pour les entreprises. D'accord. Ça veut dire que notamment le médiateur des entreprises, on peut le trouver sur Internet, on peut le solliciter directement quand on est une entreprise petite ou grande, directement pour ces questions-là. Et là encore, toutes les coordonnées sont disponibles sur économie.gouv.fr. Bon, ça c'est essentiel effectivement de rappeler ça. Il y a un autre débat qui est monté très fort. Moi, je l'ai vu en étant dans l'hémicycle il y a quelques jours sur la loi d'urgence sanitaire, mais où on ouvrait beaucoup d'habilitations à légiférer par ordonnance pour adapter notre droit à la situation qu'on connaît. Il y a un débat qui est très présent aussi sur ce qui sont les activités essentielles ou pas les activités essentielles pour notre pays. Qu'est-ce qu'on doit garder ouvert, ou est-ce qu'il y a des obligations de fermer, de rester ouvert, etc. C'était le grand débat ces derniers jours. On sait que c'est un débat difficile. Il y a des pays d'ailleurs qui ont fait des allers-retours sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur la façon dont le gouvernement a appréhendé cette question-là? Alors, nous, ce qu'on a plutôt voulu interdire, c'est des situations qui mettaient en danger des clients ou des employés. Typiquement, l'accueil du public est une situation où on a une difficulté à assurer une distanciation sociale. Et lorsque l'activité ne présente pas un caractère où ça bloque d'une certaine manière le fonctionnement de la collectivité, on s'est dit qu'on pouvait la fermer. Par exemple, les habits. Le commerce d'habits, pendant un mois, on va se passer d'acheter des chaussures et des vêtements parce qu'a priori, on arrive à vivre, enfin, on est équipé. C'est un peu l'idée sous-jacente. En revanche, l'alimentation, donc tout ce qui est alimentaire et un certain nombre de services sont restés ouverts. Alors certains peuvent paraître un peu étonnants, mais on a appris de l'expérience de l'Italie où on a suivi ce qui s'était passé et on a repointé des secteurs ou des sujets d'activité qui en fait étaient essentiels, c'est-à-dire on doit pouvoir être dépanné pour sa carte SIM, on doit pouvoir avoir, pour les artisans qui doivent faire des dépannages urgents, avoir accès à des fournitures de matériaux, ce genre de choses. Et c'est ça qui a guidé la liste que nous avons établie. Les commerces qui sont essentiels, ils doivent effectivement s'organiser pour ouvrir dans les meilleures conditions de sécurité. Et certains d'entre eux l'ont dit. Moi, j'ai des chocolatiers qui sont des commerces alimentaires et qui finalement ont fermé parce qu'ils n'avaient pas de clients. Et c'est légitime. Si je veux dire, s'il n'y a pas de clients, c'est qu'il n'y a pas de demande. Donc, a priori, ce n'est pas essentiel. En revanche, on l'a bien vu, tout ce qui est alimentaire, ça a été des commerces qui ont été très visités ces derniers jours, qu'il s'agisse des petits commerçants ou des grands commerçants. Donc, dans ce cadre, on a plutôt travaillé sur la sécurisation des salariés et des clients avec les mesures de distanciation. Aujourd'hui, filière par filière, on travaille avec les fédérations, avec les branches, avec évidemment la santé, avec la médecine du travail, à définir les mesures qui permettent de s'assurer qu'on a une minimisation des points de contact entre les personnes dans une situation de travail. Donc, nettoyer régulièrement sa surface de travail, avoir des barrières qui protègent, les fameux plexiglas dans certains services recevant du public, les équipements de sécurité, l'accès à du gel hydraulique. J'en profite, alcoolique, pardon. J'en profite pour dire que la DGE tient à jour pour toutes les entreprises une liste des fournisseurs de gel hydroalcoolique parce qu'on a fait un travail considérable de mutation de lignes industrielles pour fournir du gel hydroalcoolique. Donc évidemment, ce n'est pas des fournisseurs habituels, ils ne sont pas connus. Donc on les rend connus. Vous avez de la cosmétique, vous avez la santé animale, vous avez des chimistes qui font aujourd'hui du gel hydroalcoolique. Cette liste, elle est disponible sur le site de la DGE. De même, nous travaillons à faire des masques, des équipements de sécurité pour les gens en situation de travail avec du design qui est français et une production française. Voilà des éléments très circonstanciels. Après, dans les filières industrielles, dans la logistique, le problème, c'est que vous n'avez pas de choses qui ne soient pas essentielles. À chaque fois qu'une entreprise a fermé en disant non, mais en fait, moi, je ne suis pas essentielle, on s'est aperçu qu'à un autre bout de la chaîne, on avait des difficultés. Je vous donne deux exemples. Les
les transporteurs de matières dangereuses se sont dit, bon, pour quelques semaines, on peut peut-être fermer les matières dangereuses. En fait, ces matières dangereuses, elles sont nécessaires dans l'industrie électronique, qui font des cartes électroniques, lesquelles équipent un certain nombre de matériels médicaux. Et donc, il faut être capable de transporter ces matières dangereuses parce qu'il y a des usines qui ferment faute d'approvisionnement. Un autre exemple, aujourd'hui, on a des difficultés sur des sites d'emballage. D'abord parce qu'elles n'ont pas la matière première, parce que les centres de tri du papier recyclé, enfin qui permettent d'avoir du papier recyclé, ont été fermés. Donc ça, c'est le premier point. Et quand un centre d'emballage, un producteur d'emballage est fermé, c'est tous les emballages papier qui permettent soit de transporter, par exemple, la farine pour faire le pain, soit les cartons d'emballage qui permettent de transporter des produits agroalimentaires ou sanitaires qui manquent à l'appel. Donc, voilà des éléments où, très concrètement, si on veut être à la hauteur des soignants aujourd'hui, qui, eux, sont au travail tous les jours, si on veut être capable de nourrir d'abord ces soignants, également les malades, également leur fournir le matériel sanitaire, également nourrir les 67 millions de Français qui sont plus ou moins confinés, fournir l'énergie, l'eau, gérer les déchets, on s'aperçoit que vous avez un minimum d'activités à avoir et que chaque maillon de la chaîne qui manque est de nature à fragiliser notre lutte contre le virus. Et c'est pour ça que moi, je fais le tour des filières pour voir point à point ce qui peut bloquer et libérer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on tourne à plein, hein, parce que ce n'est pas de ça qu'il est question et les circonstances ne le réclament pas, mais ça veut dire qu'il faut tourner à un niveau suffisant pour pouvoir livrer ces matériels. Et surtout, on a des secteurs du jeu où il faut augmenter les productions, tout ce qui est équipement de protection, tout ce qui est matériel sanitaire, tout ce qui est médicaments, là, tout ce qui est agroalimentaire, on tourne à plein. Il y a beaucoup d'usines qui sont H24 et c'est pour ça aussi qu'on a adopté des mesures de droit du travail qui sont extraordinaires, qui sont juste sur cette période pour faire en sorte d'être au rendez-vous et de fournir toute la demande qui est appelée aujourd'hui par la première ligne sanitaire. Ouais, je crois que c'est essentiel que tu fasses ces rappels et de façon assez détaillée pour montrer à quel point il y a vraiment un chaînage d'une certaine façon qui est peut-être pas toujours intuitif. Et nous-mêmes, on découvre d'une certaine façon des corrélations et d'activités essentielles. Et je crois que c'est l'occasion aussi de dire que les choses sont faites avec beaucoup de dialogue social, contrairement à ce qu'on entend parfois. En réalité, il y a un vrai boulot qui est fait par le gouvernement pour trouver les solutions branche par branche, filière par filière, avec les acteurs qui sont concernés. Peut-être, je ne veux pas être trop long parce qu'on a promis de tenir un engagement de faire ces Facebook Live de façon courte. On voit que en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Tu parlais du chômage partiel, tu parlais du fonds de solidarité, tu parlais des mesures de décalage de charges. Je vois dans les questions qui sont posées pendant le live beaucoup de questions sur finalement le public qui peut bénéficier de ces mesures-là ou pas. Tu citais les auto-entrepreneurs qui, me semble-t-il, sont totalement inclus dans les mesures et notamment les mesures de fonds de solidarité, si je ne dis pas de bêtises. Beaucoup de commentaires dans notre live concernent les professions libérales avec des questions sur la prise en compte de l'impact sur leur chiffre d'affaires, etc. Peut-être tu peux conclure en nous disant quelques mots sur eux. Alors, peut-être 2 points, parce que je vois aussi un questionnement sur le e-commerce, même si j'arrive pas à lire tous les commentaires en direct parce que je te regarde. Donc, les professions libérales sont concernées comme les autres, en particulier, donc elles peuvent repousser leurs charges sociales et fiscales, etc. Enfin, tout ça, mais surtout, elles ont accès au fonds de solidarité avec des conditions de chiffre d'affaires et de revenus annuels. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Et puis, sur le e-commerce, pour les commerçants et les artisans qui sont aujourd'hui fermés, il est possible néanmoins de maintenir une activité sous forme de e-commerce. Alors, on a là aussi sécurisé la chaîne de livreurs avec des protocoles de livraison de repas, des protocoles de livraison de colis avec du sans contact. Donc, le commerçant peut continuer à utiliser sa boutique comme finalement un stock qu'il met à disposition des Français. Et nous avons là aussi sur le site du ministère de l'économie énormément
d'éléments sur les plateformes qui s'ouvrent aux commerçants artisans, notamment celle de La Poste, celle du Bon Coin, à des conditions qui sont pas les conditions de marché habituelles, de façon à ce que les commerçants puissent continuer éventuellement à travailler et avoir un petit peu de chiffre d'affaires. Ça paraît important. La livraison de repas à domicile, c'est pas complètement absurde à un moment où en fait on a un transfert de la restauration hors foyer vers la restauration dans les foyers. Et donc là aussi, on sait qu'en Chine, par exemple, dans les pays qui ont été confinés, ça a été une demande très forte et qui s'est beaucoup développée. Donc manifestement, ça répond à un besoin. Nous, on est au 10e jour de confinement, on n'a pas encore le recul, mais on sait qu'il y a cette demande-là. Il y a aussi toute l'alimentation des hôpitaux parce que on a une augmentation massive des besoins compte tenu de l'activité qui s'y fait. Donc là aussi, pour tout ce qui est restauration collective, il y a probablement, bien sûr, en travaillant de manière confinée là, et avec les équipements de sécurité, à répondre à des besoins vraiment utiles. Et donc, j'y reviens, pour ceux qui aujourd'hui veulent commerçants artisans, ils peuvent bénéficier de tous les dispositifs. On a mis aussi à disposition un certain nombre d'éléments sur de transformation numérique pour qu'en temps masqué, ils préparent la suite et la numérisation de leur entreprise. Et s'ils peuvent continuer ou veulent continuer leur activité et qu'il y a un sens à le faire, il faut toujours partir du sens et de en quoi on accompagne la situation particulière dans laquelle on est, un certain nombre d'outils qu'on met à leur disposition pour faciliter les paiements, la mise en valeur de leurs produits, etc. Parfait. Bah, écoute, peut-être une dernière question, Agnès. Tu le disais, la stratégie du gouvernement, elle repose sur l'idée de préserver les compétences, parce que c'est comme ça qu'on va permettre le rebond aussi pour les entreprises demain, et notamment aussi de récompenser les salariés qui font, on le sait, des efforts absolument énormes en ce moment pour être justement sur le front, permettre au pays de tourner tout simplement. Je crois qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour assouplir les dispositions de versement de la prime défiscalisée, la fameuse prime Macron. Peut-être que tu peux conclure là-dessus parce que c'est une thématique essentielle pour préserver l'emploi et les compétences. Alors là aussi, effectivement, cette prime, elle existait, elle a été mise en place, c'était la prime exceptionnelle qui avait été décidée en décembre 2018 dans le contexte de la crise des Gilets jaunes. Elle a été reconduite en 2019 avec l'idée qu'on l'associait à un accord d'intéressement. Donc elle peut être versée avec cet accord d'intéressement. Dans les conditions actuelles, négocier un accord d'intéressement, ce n'est pas tout à fait facile. Et puis il y avait aussi des conditions de nombre d'ETP d'entreprise. Donc, on est en train de revenir sur ce sujet-là et tous les détails à nouveau sur économie.gouv.fr. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont en liminaire. Dans ces questions-là, vous avez sur économie.gouv.fr, vous avez une foire aux questions qui répond à vue de nez à 80% de vos questions. Il y a toujours cette question du chiffre d'affaires où je rappelle les choses. Pour ceux qui ont fermé mi-mars, il n'y a pas de condition de chiffre d'affaires. Pour ceux qui étaient concernés par l'impact de la crise depuis février, c'est-à-dire la culture, l'événementiel, le tourisme, et il y en a beaucoup des entreprises, c'est plus de 10% de notre activité, de notre PIB. Alors pour celles-là, il y a la condition de chiffre d'affaires puisqu'on ne leur a pas demandé de fermer. L'événementiel, on ne ferme pas. Mais en revanche, elles sont bien touchées très fortement. Et au mois d'avril, il y aura également des dispositifs pour ceux qui n'auraient pas de chiffre d'affaires au mois d'avril. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Agnès d'avoir été présente, d'avoir pris du temps pour répondre aux questions. Je crois que c'est essentiel dans ce moment-là de faire les choses de façon transparente, de donner le plus d'informations possible. J'en profite pour dire qu'on a lancé cet après-midi sur le site d'En Marche une hotline aussi, En Marche/hotline Covid-19. Et on prendra l'essentiel des questions. C'est pour nous aussi très important d'avoir la matière qui remonte. Et chaque jour, on répondra à 3 questions fondamentales, les questions les plus posées, pour donner aussi le plus d'informations possible. Voilà, je termine peut-être par un mot en disant qu'on est évidemment tous mobilisés. Il y a 3 façons de se mobiliser. Ceux qui soignent, eux, ils sauvent des vies. Ceux qui travaillent, eux, ils font tourner le pays. Et puis, quand on peut rester chez soi, quand on peut télétravailler, et il faut le faire,
parce que c'est aussi une autre manière de sauver des vies. Et donc, c'est sur ce message-là que je conclurai en te remerciant, ma chère Agnès, d'avoir pris de ton temps. Restez chez vous Un mot, et je te laisse juste le un mot mot, de la conclusion. juste un mot aussi, si tu le permets. Il y a aussi un travail que nous faisons sur la formation pour tous ceux qui ne sont pas en télétravail et sont néanmoins confinés. C'est aussi le moment d'utiliser les dispositifs de formation et nous avons mis en ligne, là encore, vous trouvez tous les détails sur le site du ministère de l'économie, beaucoup d'accès à des, et pareil sur l'éducation et sur l'enseignement supérieur, toutes les plateformes de partage d'informations de façon à continuer à entretenir ses compétences lorsque on est confiné chez soi. C'est également très important et pour certaines entreprises, ça peut être clé dans le redémarrage. Parfait. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous tous qui avez participé à ce live. Et encore une fois, on se retrouvera 3 fois par semaine. Comme ça, je l'animerai personnellement avec à chaque fois un invité. Sortez couverts et restez chez vous. Voilà pour la conclusion. À bientôt.